Quel est le critère? C'est le critère, il est là. C'est l'ouverture des yeux. De toute façon, je l'avais déjà dit dans le topo 89%, 90% maintenant, donnez la réponse, ça monte. On l'avait déjà vu pour l'adénoïdectomie. Effectivement, c'est le critère de sécurité. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je dis que si on veut être en sécurité, on le fait à l'ouverture des yeux. C'est extrêmement clair. Spécifiquement peut-être pour la chirurgie ORL finalement. Alors oui, tout à fait. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans une chirurgie où il y a un saignement en bouche, donc il y a un risque d'irritation des cordes vocales, et vous savez que ce qu'on craint toujours, c'est le laryngospasme, hein. On peut l'avoir à l'induction, mais on peut l'avoir au réveil aussi. Donc évidemment, vous voyez, il y a marqué aspiration minutieuse et délicate du pharynx, bien sûr. Ouverture spontanée des yeux, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je le redis parce que c'est très important. Un enfant qui ouvre les yeux spontanément, les pupilles seront centrées, c'est un enfant réveillé. Et extuber un enfant réveillé, c'est la sécurité. Et on peut redire aussi sans anesthésie locale de glotte? Alors, surtout pas, oui, absolument. Alors, l'anesthésie locale de glotte, elle est totalement contre-indiquée dans l'amygdalectomie. Ça, c'est très clair. À tel point qu'on ne fait pas d'endoscopie ORL avant une amygdalectomie. Parce que l'endoscopie ORL requiert une anesthésie locale, etc. Donc, absolument. 2 questions sur les sondes armées. Est-ce que c'est utile ou pas? Alors, ce n'est pas utile. Parce que c'est cher, d'une part. Deuxièmement, c'est très difficile à fixer, ça glisse. Et troisièmement, quand vous mettez une sonde armée, vous perdez en diamètre interne. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout préconisé. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais franchement, on est beaucoup mieux avec une sonde préformée et ça coûte beaucoup moins cher. Pour une fois. Alors, donc on l'a extubé, ce garçon. Donc maintenant, il faut effectivement gérer la surveillance post-opératoire. Qu'est-ce qu'on craint en post-opératoire? On craint des complications respiratoires, hein, essentiellement. Et ces complications, je vous les ai dit tout à l'heure, c'est des troubles obstructifs. Si cet enfant présente un SAOS, d'autant plus qu'il est sévère, il faut savoir quand même que, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce qu'on a enlevé les amygdales que l'enfant va tout de suite être guéri de son SAOS. Des fois, ça prend plusieurs semaines. Donc, il va encore avoir des troubles obstructifs et surtout, il a une sensibilité, notamment aux opioïdes, qui est modifiée. On va le revoir. Donc, les difficultés à l'induction et les difficultés lors de la première heure de SSPI, ça doit nous alerter. C'est-à-dire que, globalement, ce sont des enfants qu'il va falloir surveiller un peu attentivement, s'assurer qui récupèrent bien dans les heures qui suivent, parce que ça peut être aussi le signe d'une mauvaise tolérance ou d'un état un peu plus précaire. Alors la douleur, c'est effectivement bien sûr un grand principe, on va y revenir. Les saignements, oui bien sûr, donc les saignements ils sont surveillés notamment à la sortie de la SSPI par l'ORL qui doit vérifier les loges amygdaliennes, on y reviendra, voilà, d'ailleurs, c'est là. Donc ça, c'est impératif. Hein. Les saignements, finalement, c'est rarement des saignements extériorisés hein, chez l'enfant. Chez l'adulte, je ne sais pas, mais chez l'enfant, c'est essentiellement, il déglutit, et donc le sang, il est avalé, et on ne le voit pas. Il n'y a qu'une façon de le voir, c'est d'aller regarder les loges amygdaliennes. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, chez un enfant qui n'est pas forcément compliant, mais en tout cas, les ORL le font, et ils doivent le faire. Si vous êtes dans un contexte ambulatoire, alors là encore, le contexte ambulatoire, eh bien, il faut que tout soit bien, que tout résulte d'un consensus entre le chirurgien et l'anesthésiste, et il faut que ça soit écrit, clairement. Il faut qu'on écrive le temps de surveillance post-opératoire, donc c'est de toute façon 2 heures avant la reprise des boissons, hein, minimum, mais la surveillance minimum, alors c'est un petit peu ambigu, jusque les 2 recommandations qu'on avait écrites avec l'ASFAR, c'était 6 heures minimum. Dans la dernière écrite par la SF-ORL, vous verrez que le délai a disparu. Néanmoins, moi je vous conseille fortement de garder ce délai en tête de 6 heures. Pourquoi 6 heures? Ce n'était pas arbitraire, c'était parce que 80% des hémorragies secondaires, primaires, c'est-à-dire juste après l'intervention, surviennent dans les 6 premières heures post-opératoires. Donc c'est pour ça qu'on avait fixé ce délai et je pense qu'il faut le garder pour plus de sécurité. La reprise donc, de la boisson, on a dit 2 heures. Alors en général, ce qu'on préconise, c'est la glace à l'eau, c'est-à-dire le sorbet,
parce que, évidemment, ça a un effet hémostatique par le froid, et puis les enfants adorent ça. Oui, mais c'est pas de glace à la vanille, parce que Non. ça, c'est de la glace au lait. Voilà, bon, c'est moins bien, Ouais. c'est beaucoup moins bien, mais bon. L'antalgie à domicile, là aussi, ça doit, évidemment, ça se fait par l'intermédiaire d'ordonnances. Idéalement, il faut que ces ordonnances aient été discutées entre l'anesthésiste et l'ORL pour qu'au moins il y ait une attitude globale. La gestion des complications, on va y revenir, mais là encore, tout doit être écrit. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est énoncé dans les RFE de 2020 de la SFORL. Tout doit être écrit, y compris ce qu'il faut faire en cas de saignement. Là encore, pour la sortie de l'unité d'ambulatoire, il faut que les loges amygdaliennes soient vérifiées par l'ORL. Donc 2 fois, l'ORL doit passer Deux voir fois, l'enfant, en tout 2 cas, fois. si l'enfant reste 6 heures en SSPI, des fois c'est le cas. Dans ces cas-là, il vérifie 6 heures à H6, l'ORL vient vérifier les loges. Mais si ce n'est pas le cas, il faut effectivement qu'elles soient revérifiées. On peut rester juste un peu Oui. sur la salle de réveil. Là, Oui. on avait déjà parlé pour les végétations. Est-ce qu'il y a une durée minimale de surveillance en salle de réveil? Non. Non. Est-ce qu'on peut envisager, alors pour les amygdales, peut-être c'est un peu risqué, mais de reprendre des liquides clairs ou de la glace en salle de réveil? Oui, mais pas avant 2 heures. 2 heures ça. après la fin de l'intervention. Oui, absolument. Ouais. Ouais, ça fait un séjour assez prolongé en salle de réveil. c'est Dans ce ça. Oui, cas-là. mais ça, il y a des endroits qui font comme ça pour les amygdales. Voilà, donc ça peut se faire. Et l'alimentation qui n'est pas la boisson, donc l'alimentation molle, Alors, Il y a rien d'écrit, l'alimentation, non, il n'y a rien. Alors, c'est compliqué. Nous, on avait dit pas avant 6 heures. Maintenant, il n'y a plus rien d'écrit. Néanmoins, encore une fois, voilà. Alors, il faut savoir qu'évidemment, s'il y a une reprise pour saignement, parce que c'est ça qu'on a à l'esprit, bien sûr, c'est cette reprise hémorragique, de toute façon, ce sera un estomac plein, considéré comme un estomac plein, qu'il ait mangé ou pas. Mais enfin, c'est quand même préférable qu'il n'ait pas avalé un sandwich avant d'être induit en estomac plein. Donc, moi, je dirais, on peut lui donner des boissons claires, froides, des glaces idéalement, mais quand même, pendant les 6 premières heures post-opératoires, 1, on le surveille, 2, on évite de lui donner du solide. Bon, mais ça n'implique que moi. Mais enfin, si je fais une expertise... Justement, en parlant d'expertise, justement, la question m'intéresse parce que mes amygdales ont été faites au Sluder. Doit-on exercer un droit de retrait pour un praticien qui s'obstine à réaliser l'amygdalectomie au Sluder? Alors, est-ce qu'il vous interdit... La question, c'est s'il vous interdit de l'intuber, non, bien sûr, ça ne faut pas faire. Hein. Ça, c'est droit de retrait, absolument. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Après, il y a des gens qui font des amygdalectomies, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais qui faisaient des amygdalectomies au Sluder avec des patients intubés, parce que les anesthésistes voulaient les intuber. Donc, bon, il faut quand même savoir que le Sluder, l'hémostase après Sluder, reposait sur le fait que le patient ne dormait pas et que donc il y avait un vasospasme. Or, si on fait un Sluder sur un patient endormi, il y a une inhibition du vasospasme et donc un saignement potentiel plus important. Voilà. Donc là, on était un peu dans le classique, mais des fois, le risque respiratoire est plus élevé. Alors, ça ne concerne pas forcément des enfants pris en charge dans des structures libérales, mais quand même, il faut le savoir. Ça, c'est essentiellement un problème ça permet de comprendre un peu ce que c'est qu'un patient avec un risque respiratoire élevé. Quand vous voyez les caractéristiques qui sont décrites dans ce tableau de patients à risque respiratoire élevé qui vont avoir besoin d'une surveillance post-opératoire en SSPI ou en USC, vous voyez, de 24 à 48 heures. Bon, néanmoins, quand vous voyez les enfants dont on parle, c'est des tout petits, moins de 3 ans, moins de 2 ans, jeune âge, etc. Et surtout des enfants qui ont des comorbidités non négligeables. Donc, a priori, ça ne doit pas vous concerner. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un enfant avec de l'apnée du sommeil sévère arrive à la consultation d'anesthésie si on n'est pas équipé d'une USC ou d'une surveillance scopée. Absolument. Alors, même ces patients-là, ils vont au-delà de l'apnée du SAOS sévère. Hein. Ils ont des comorbidités. Alors, il y a aussi les SAOS sévères qu'on voit ici avec des désaturations nocturnes, etc. Bon. Parce que les patients qu'on ne prend pas en ambulatoire et qu'on hospitalise, on les surveille comment ? Ça dépend. Ça dépend pourquoi on les hospitalise. Si on les hospitalise dans le contexte que vous voyez sur cette diapositive, on va les surveiller avec un monitorage, c'est-à-dire au minimum un scope et une SPO2, clairement.
Sinon, ça ne sert à rien de les garder. Mais de temps en temps, il y en a qui peuvent être surveillés dans le service de chirurgie. Ça, c'est celui que vous ne trouvez pas parfait au réveil, que vous n'avez pas envie de renvoyer chez lui. Et donc, vous voulez le garder quand même, vous voulez qu'il soit surveillé, quoi. Moi, quand même, si on le laisse à l'hôpital après une amygdalectomie, je conseillerais de mettre un saturomètre. Au moins, on justifie Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'analgésie post-opératoire. Donc, ça, c'est un sondage. Un sondage où il y a des réponses pas conseillées, mais on y reviendra après. Donc, quelle analgésie post-opératoire utilisez-vous? Vous voyez qu'il y a du paracétamol, je n'ai pas mis la dose parce que ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance. Morphine, vous avez 2 doses possibles, soit du 100 gamma kilo, soit du 50 gamma kilo. Nalbuphine, 2 doses encore, 0,1 mg kilo ou 0,2 mg kilo. Tramadol, ibuprofène. Donc ça, c'est un sondage parce que ça m'intéresse.